Est-ce que du côté de Jean-Luc Mélenchon, vous avez quand même un candidat ou un adversaire potentiel favori dans toutes ces primaires? Pas du tout. On pense même qu'il serait assez démocratique que le Parti socialiste propose aux citoyens une ultime option, en plus de tous ces candidats, c'est l'option qu'il n'y ait pas de candidat du Parti socialiste. Ça, vous n'y croyez pas, sincèrement? Ce serait fondamentalement démocratique et en tout cas cohérent avec cette idée qui est assénée systématiquement de l'idée d'un candidat unique. Parce que s'il y a un candidat unique, il faut que ce soit quand même celui qui est le mieux placé. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé pour arriver au deuxième tour. Donc, dans le fond, bon, c'est peut-être l'option qui manque, c'est celle de dire au Parti socialiste, passez votre tour et ralliez-vous à la candidature qui peut empêcher un deuxième tour Fillon-Marine Le Pen. Oui, mais vous comprenez que Patrice Pratt et puis Alexis Bachelet vont dire l'inverse, qu'Arnaud Montebourg est le mieux placé, que Benoît Hamon a un vrai ni je le comprends, ni je le comprends pas. Non, je pense qu'il y a des enjeux forts dans ce pays et le fait d'éviter un deuxième tour Fillon-Le Pen, c'est un enjeu très fort. Et à un moment donné, je pense qu'il faudra tous se mettre derrière Jean-Luc Mélenchon, mais nous sommes patients. Il reste un tout petit peu plus de temps, pardon, tout à l'heure où je vous ai un petit peu pressé. Juste pour ce programme, on a l'impression que ça va jouer à gauche. C'est vrai que la primaire de la droite s'est jouée très à droite, celle de la gauche va se jouer très à gauche. Juste l'illustration du programme de Manuel Valls. Vous parliez de ces hésitations tout à l'heure. Avec ce programme, on le voit là, qui a été taxé d'être à la droite du Parti socialiste. Manuel Valls se gauchise. Ça veut dire qu'effectivement, cette primaire, oui, non, Alexis Bachelet pas tant que ça, en fait, ça. Quand vous regardez, quand même, cette primaire de la gauche. La défiscalisation des heures supplémentaires, comme je le rappelle, c'était une mesure de Nicolas Sarkozy que nous avions combattue, mais avec force. On l'a mis dans ce programme parce que Manuel Valls estime que ce sera aussi pour favoriser le pouvoir d'achat des Français. Donc ça reste normalement dans cette veine sociale-là. Est-ce que ça se gagnera très à gauche, cette primaire? C'est pas sûr, c'est pas certain. En tout cas, c'est vrai que pour l'heure, c'est une primaire du Parti socialiste, et même s'il y a effectivement le Parti radical de gauche et quelques écologistes qui y participent, mais c'est quand même le cœur, c'est le PS. Et donc l'appel, c'est aux électeurs de gauche et du Parti socialiste que s'adresse cette primaire. Alors ça va dépendre de la participation, bien évidemment, comme pour la primaire de droite. Plus la participation sera restreinte, plus ce sera la mobilisation des militants socialistes, plus elle sera large, plus effectivement, ça sera une primaire qui parlera à d'autres que les simples militants, que le cœur des socialistes. Donc effectivement, ça va être une question d'écho avant tout. Mais pour l'instant, c'est le choix de Manuel Valls, c'est effectivement de mettre le curseur un peu plus à gauche, et c'est peut-être une erreur qu'il fait dans cette primaire. Ah ben justement, on va continuer à en parler de cette primaire à gauche et de la candidature évidemment de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il n'est pas un peu le trublion de cette primaire? A tout de suite, nos invités restent avec nous. On continue à parler politique avec nos invités. Nous sommes à 3 jours du premier débat de la primaire de la gauche. Alors assiste-t-on à un tournant? C'est la question que l'on se posait lors de la première partie. Manuel Valls, jusqu'ici donné gagnant par toutes les enquêtes d'opinion, eh bien arriverait deuxième depuis hier. On le voit donc notre dernier sondage Kantar Sofras Winepoint. Arnaud Montebourg est-il le nouveau favori? On fait le point d'abord avec Clotilde Mravko. Bonne année. Sa marque de fabrique, le terroir. Arnaud Montebourg veut apparaître comme le candidat des campagnes qui se battent aux côtés des laissés pour compte de la mondialisation. Les territoires, ce n'est pas que les métropoles. Les territoires de la France, sa majorité sociologique et territoriale, sa majorité politique, elle est là où nous nous trouvons. Pour son directeur de campagne, si l'ex-ministre de l'économie vole la vedette à Manuel Valls aujourd'hui, c'est parce qu'il est loyal aux valeurs de la gauche. Et Arnaud Montebourg a cet alliage d'avoir à la fois sa cohérence, des orientations politiques qui conviennent à ce déficit social de la gauche et des électeurs de gauche, et cette capacité, ayant géré les affaires de l'État, à peut-être incarner la fonction davantage sans doute que Benoît Hamon. Benoît Hamon, son adversaire le plus coriace dans cette course à la primaire, celui qui peut le doubler par la gauche et lui voler la vedette. On va être dans une campagne à suspense et où tous les coups vont être rudes entre tous les candidats qui vont vouloir précisément, séduire cet électorat socialiste pour l'instant un peu déboussolé. En 2011, Arnaud Montebourg était arrivé 3e à la primaire. Cette fois-ci, il vise la première place. Alors, Patrice Pratt, est-ce que cette fois c'est la bonne pour Arnaud Montebourg? En tout cas, on fera tout pour. L'idée, encore une fois, c'est que cette cohérence qu'il a exprimée depuis
les débuts, je dirais, de sa traversée un peu du désert depuis 2 ans, les marqueurs qui sont les siens soient ceux qui demain soient retenus par les électeurs de gauche à travers cette primairie. Et encore une fois, nous considérons, qu'il nous faut aller vers un redressement du pays qui passe par un plan de relance, qui nous permettra là aussi de mettre l'accent sur le travail, sur le retour à l'emploi, parce que, encore une fois, dans nos permanences, dans nos territoires, la question de l'emploi est au centre des préoccupations. Et c'est pour ça qu'Arnaud insiste, encore une fois, sur les mesures, les propositions fortes qui sont les siennes, pour favoriser, encore une fois, l'emploi dans ce pays. Donc c'est sur ces marqueurs-là, et sur une réorientation de l'Europe, évidemment, que nous souhaitons nous démarquer, peut-être, des autres candidats en lice, parce qu'on a bien vu, là aussi, que pour toutes celles et tous ceux qui, de bout en bout, avaient été aux responsabilités dans ce quinquennat, les résultats ne sont pas au rendez-vous, et ce qui laisse supposer, là aussi, que cette politique d'austérité n'a pas recueilli les fruits que le gouvernement espérait. On voit aussi, Alexis Bachelet, qu'il y a un positionnement très clair maintenant entre Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Alors qu'au début, on se demandait pourquoi les deux sont candidats alors qu'ils ont la même ligne. Là, on a bien compris les différences sur le travail notamment. Est-ce que pour Benoît Hamon, on le voit, c'est le possible 3e homme de cette primaire, en tout cas pour le moment. Est-ce qu'il va falloir se démarquer jeudi lors du premier débat ? Non, je crois qu'il va falloir continuer à défendre les propositions qui ont été faites depuis le démarrage de cette campagne il y a maintenant plusieurs mois. Pour Benoît Hamon, c'est pas une candidature improvisée ni une candidature de substitution. Il a une cohérence forte. On avait déjà essayé de vous l'expliquer dans un tas d'émissions où on nous disait mais pourquoi une candidature Montebourg, une candidature Hamon ? On le voit aujourd'hui. Ils incarnent deux identités de la gauche. Peut-être celle de Benoît plus tournée effectivement vers une reformulation du progrès, qui ne peut plus pour nous passer par la croissance économique telle qu'on l'a conçue traditionnellement dans la classe politique de notre pays depuis 20 ou 30 ans, c'est-à-dire on fait des relances, c'est-à-dire que la relance crée de l'emploi et puis que l'emploi crée du pouvoir d'achat. Cette équation-là, nous n'y croyons plus. Nous pensons que la gauche, elle doit se réinventer, qu'elle doit mettre l'écologie à la place de la croissance et dire qu'effectivement demain, on ne peut plus produire, consommer de la même manière qu'on l'a fait pendant les dernières décennies. Notre planète n'en peut plus. Nous respirons une air polluée, que ce soit d'ailleurs la métropole ou la campagne, on a les mêmes problèmes. On mange mal, on consomme des produits qui sont dangereux pour notre santé. Et souvent, l'État a abdiqué devant les lobbies industriels. Et oui, peut-être nous croyons qu'il faut un redressement productif, mais probablement pas à n'importe quel prix, en tout cas pas au prix de la santé. Et Benoît Hamon, il n'est pas en train de faire du marketing en essayant de convaincre qu'il est plus à gauche. Il s'adresse à la société française, à ce qu'elle vit dans le monde du travail, aux mutations qui sont en cours. Et il s'adresse aussi aux citoyens qui respirent, qui mangent, qui élèvent leurs enfants et qui veulent le faire dans une autre perspective que celle qui a été proposée jusqu'à présent. Raquel Garrido, on entend les propositions d'un côté de Benoît Hamon sur l'écologie par exemple, sur l'Europe d'Arnaud Montebourg. On a presque envie aussi de vous dire qu'on retrouve là des idées de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas des idées. Un programme, enfin, ça pourrait être aussi dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Elle va où la gauche là ? Alors je suis d'accord avec vous pour reconnaître qu'il y a une forte convergence sur des propositions qui se retrouvent dans l'avenir en commun, qui est le programme de la France Insoumise. Et d'ailleurs, nos téléspectateurs doivent se dire, mais comment ça se fait que c'est justement à 3 mois de la présidentielle que tout le monde a ses idées, que tout le monde a ses programmes. Et c'est là où le bas blesse, si vous voulez. Parce que la politique, dans le fond, après, c'est pas une question de personne. D'ailleurs, à la fois Benoît Hamon et Arnaud Montebourg l'ont éprouvé quand ils ont participé au renversement de Ayrault pour y mettre à la place Valls. Donc, ils pensaient qu'avec Valls, ça irait mieux qu'avec Ayrault. Ils ont participé activement à la mise en place du gouvernement Valls. Et puis, au final, Valls les a virés. Bon. Donc, ce n'est pas une question de personne. Dans le fond, ce que nous devons acquérir tous, nous les citoyens, ce sont des garanties démocratiques nouvelles. C'est pas seulement la fabrication de ce programme qui est important, bien qu'il soit important et une condition pour la réussite, mais encore faut-il des garanties démocratiques, c'est-à-dire qu'il va nous falloir une 6e République dans laquelle il y a une prise en compte du vote blanc dans le suffrage exprimé, et il y a le droit de révoquer les élus à partir de la mi-mandat. Et c'est là où, dans le fond, moi je garde quand même... s'il y a une réforme des institutions aussi prônée par les candidats. Alors absolument, je termine là-dessus. Notamment le vote blanc, on est d'accord là-dessus. Et
Très bien. Si vous Sur la voulez 6e juste, République, du côté d'Arnaud Montebourg aussi. Nous, on propose un mode d'intervention des citoyens qui est un peu différent de ce que lui propose Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas pour la révocation des élus, on est pour un 49.3 citoyen, c'est-à-dire un droit d'initiative populaire. C'est-à-dire sur la base d'une pétition que les citoyens puissent proposer des lois qui soient ensuite inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et si les citoyens veulent se mobiliser contre une loi, c'était le cas pour la loi travail, également un processus, alors là pour le coup de blocage d'une loi qui serait considérée comme mauvaise, à partir aussi d'une pétition, Oui, voire mais d'un si on peut référendum. pas- Donc, Il y a aussi un principe de responsabilité en politique, et si les hommes et les femmes se font élire sur des programmes et qu'ils ne les respectent pas, vous l'avez dit, il faut le problème, aussi. c'est pas les hommes, Non, c'est mais les idées. non, là je parle d'éthique en politique, Oui. c'est-à-dire que les programmes doivent être respectés, et s'ils ne sont pas respectés, les personnes qui ont fait ces promesses doivent pouvoir être dégagées de façon civique et de façon citoyenne. Mais juste, je termine là-dessus sur ce point qui est fondamental. Le problème de tout ce discours, c'est qu'il y a dans la méthodologie de la primaire du Parti socialiste l'idée que les perdants se rallieront aux vainqueurs. Or, vous avez parmi les 7 candidats, la majorité qui sont hostiles à l'idée d'une 6e République, qui ne sont pas pour une assemblée constituante. Et même ceux qui ont des beaux discours sur les questions démocratiques se sont engagés à s'y rallier en cas de défaite. Et voilà, c'est là où le problème, c'est que le téléspectateur, il se dit, un jour on va me dire A, et le lendemain on me dira B, parce qu'ils se sont engagés au final à être tous ensemble. Or, l'enjeu n'est pas d'être ensemble. Voilà, sauf que voilà, il y a une déformation de l'esprit critique. L'enjeu n'est pas de réunir les personnalités du Parti socialiste. L'enjeu, c'est d'abolir la monarchie présidentielle. Mais heureusement, il y aura le candidat, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon, qui le proposera, et au final, les citoyens pourront s'emparer Juste une réaction, de cette Patrice Pratt, parce qu'on a envie candidature. d'entendre aussi Je Frédéric souhaite Delpech. réagir parce que, enfin, sur la 6e République, il y a des ralliements tardifs, et tant mieux. Tant mieux, parce que ça prouve là aussi que comme la société change, eh bien tout le monde a le besoin là aussi. J'espère que vous ne parlez pas du fait que Jean-Luc Mélenchon avait parlé de 6e République avant Arnaud Montebourg. Non, celui qui a, je pense, un peu la paternité de la 6e République dans ce pays, c'est quand même plutôt Arnaud Montebourg. Mais peu importe. C'est pas difficile à vérifier. Ce que je voudrais rajouter, c'est que lorsqu'on considère que le vrai risque pour cette démocratie, et notamment pour la gauche, c'est d'être exclu au soir du premier tour, du deuxième tour de l'élection présidentielle, et qu'on pense que le duel droite et extrême droite est inévitable, eh bien je pense que la meilleure façon de clarifier les choses et d'être, je dirais, dans un processus qui nous permettra à gauche de pouvoir, là aussi, imposer nos lignes et faire en sorte que nous puissions être au deuxième tour, c'est de participer déjà à la primaire. Parce que moi, je considère, en revanche, qu'on a rarement raison tout seul. Et que lorsqu'on veut gagner, il faut savoir rassembler l'ensemble des composantes de la gauche. Donc là sera tout l'intérêt, là aussi, ça veut rien dire, ça. Il faut rassembler les citoyens, oui, rassembler le peuple. Les il faut citoyens, l'implication populaire. Aujourd'hui, les citoyens ne se reconnaissent pas dans les partis. Mais justement, les primaires, on dépasse les partis. C'est là tout l'intérêt, toute la vertu de cette étape des primaires. Pas vraiment, justement. C'est que vous voulez absolument la rendre sociale ou socialiste, alors que moi, personnellement, j'ai quitté le Parti socialiste par souci de cohérence. Parce que lorsqu'on est capable de voter une motion de censure pour un gouvernement qu'on est supposé soutenir, eh bien moi, j'ai fait le choix de la cohérence, et donc à partir de ce moment-là, puisque je marquais mes désaccords de sortir du groupe socialiste et du Parti socialiste. On va juste faire un point avant, justement, le rassemblement. Non, mais c'est important, la cohérence. Vous avez raison là-dessus. La cohérence, et la primaire, elle permet justement de déverrouiller le système des partis et de permettre à une grande majorité d'électeurs de pouvoir se prononcer sur celui et le plus à même à incarner. On a peut-être parlé du vote de censure. Juste un petit mot là-dessus, c'est important. On parle du vote de censure et la question du comportement des députés à l'Assemblée nationale du groupe socialiste. C'est très important. Que pensez-vous du fait, par exemple, qu'aujourd'hui, la plupart des candidats socialistes qui ont fait ce mandat Valls ont été redésignés pour être candidats? Et quel que soit le candidat, même si Monsieur Montebourg ou Monsieur Valls, Monsieur Hamon gagnait, ce serait quand même un groupe socialiste Alors, il y a quand même identique. C'est un problème quand même. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, c'est que on entend dans votre bouche les mots de rassemblement, de cohérence, et on a l'illustration là depuis le début de cette émission que la gauche n'est pas en mesure de gagner la prochaine élection présidentielle parce qu'elle est profondément divisée et qu'elle manifeste ses divisions, y compris sur un plateau de télévision, comme on le voit à cet instant. Alors, m'inciter à ne pas venir à la prochaine fois que les socialistes débattront entre eux. Si mais ce qui est certain, c'est qu'on voit, et vous l'illustrez parfaitement, que il n'y a pas de rassemblement possible à gauche aujourd'hui, et que la primaire du Parti socialiste est une primaire à minima
minima, une primaire qui est destinée à sélectionner un candidat à défaut de François Hollande pour représenter le Parti socialiste pour la prochaine élection, et qu'il y aura, comme dans les précédentes élections, un candidat donc représentant la gauche de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, un candidat écologiste. Bref, il n'y a rien de très nouveau sous le soleil, et peut-être que les Français d'ailleurs préfèrent cette option où ils auront le choix le soir du premier tour de l'élection présidentielle sur le candidat qu'ils voudront sélectionner. On est en démocratie et donc on ne va pas substituer la primaire au principe de la démocratie. Vous nous dites que la gauche n'est pas capable de se rassembler ? On vient de le voir à l'instant. La gauche semble être dans des fossés irréconciliables entre une aile gauche plutôt autour de Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, quoique on entend les divisions aussi de ce côté-là, et puis une aile gauche plus centriste autour de Manuel Valls et même Emmanuel Macron. Mais Frédéric Despelles, je pense que vous faites une erreur d'analyse fondamentale. Pardon, c'est vous qui commentez ici, mais je pense que vous faites une grave erreur. C'est de penser que les personnes à la maison qui nous regardent s'identifient à cette idée de gauche et qu'elles pensent que un rabibochage, si vous voulez, ou de la cuisine entre personnalités de cette gauche, entre guillemets, suffirait à faire une nouveauté en politique. Eh bien non, moi je vous le dis, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est que le peuple existe politiquement contre une oligarchie politico-financière. Et vous verrez que dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, il est tout sauf quelqu'un de la gauche, et qui vous le savez très bien que ce n'est pas quelqu'un de la gauche, de l'extrême gauche, de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas le mot gauche. Le mot gauche ne figure dans aucun de nos documents de campagne, parce que fondamentalement, c'est pas ça notre objectif politique. Nous voulons réunir le peuple pour qu'il arrive aux manettes avec une assemblée constituante. Donc vous ne voulez pas de cette étiquette de gauche. Mais vous l'avez remarqué quand même, c'est vous les journalistes politiques, vous l'avez remarqué. Donc cessez s'il vous plaît de dire vos électeurs sont à gauche jusqu'à nouvel ordre. Oui. Et puis il ne faut pas nous interdire de dire que la primaire est à gauche. C'est le problème, et c'est d'ailleurs le problème, et c'est la raison pour laquelle nous ne gagnerons que si nous arrivons à toucher le cœur et la tête très fond du pays, c'est-à-dire la grande majorité de nos compatriotes qui s'abstiennent, qui votent blanc et qui ne se considèrent pas comme étant de gauche. Voilà, le fond de l'affaire n'est pas rassembler les partis, mais de parler aux abstentionnistes. Pour souscrire à ce que vous dites, c'est vrai que le choix de Jean-Luc Mélenchon dans cette élection présidentielle, c'est de s'adresser d'une part aux abstentionnistes et d'autre part aux déçus de François Hollande, ceux qui avaient voté François Hollande en 2012 et qui se sont pas retrouvés dans son programme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a repris quelques propositions de François Hollande de 2012, Jean-Luc Mélenchon, dans son programme. Le programme de François Hollande, le droit de vote pour les étrangers aux élections locales, la fermeture immédiate de Fessenheim, c'était dans le programme de François Hollande, repris par Jean-Luc Mélenchon. Comme quoi, il ne suffit pas de promettre des choses, il faut les garanties démocratiques pour les obtenir, sinon, si c'est encore la monarchie présidentielle de la 5e, on en reviendra au même problème. Il ne se présente peut-être pas en candidat de la gauche, mais il s'adresse au peuple de gauche. Jean-Luc Mélenchon, qui justement en appelle aux abstentionnistes, c'était hier lors d'un meeting d'un autre genre à Tourcoing. Écoutez. La vérité, c'est que 60% des ouvriers et des petits grades du monde du travail, de l'emploi, ne votent pas. Ils s'abstiennent. Je viens leur dire, sortez de votre trou, mêlez-vous de vos affaires, emparez-vous de cette situation. Ne vous auto-éliminez pas de la décision. N'abandonnez pas vos bulletins de vote. C'est après eux que sont accrochées votre liberté et votre dignité. Patrice Prat et Alexis Bachelet, sincèrement, quand vous écoutez Jean-Luc Mélenchon hier en appeler aux abstentionnistes, vous le trouvez bon là ? Il a raison. Oui, mais moi j'ai envie de faire du Mélenchon, là, de dire aux électeurs de gauche, emparez-vous de la primaire. C'est le moment ou jamais de venir clarifier la ligne économique, politique. Qu'est-ce que vous voulez comme gauche aux responsabilités en 2017 ? Est-ce que vous voulez une gauche qui se rassemble, qui met tous les moyens, toute l'énergie pour pouvoir, le moment venu, parce qu'en effet, il faut rassembler le peuple de gauche, mais il faudra rassembler aussi en passant par toutes les composantes de la gauche. Donc on n'exclut personne. Si on a un tant soit peu l'intelligence de comprendre qu'il y a un vrai risque d'être exclu au soir du premier tour pour la gauche de l'élection présidentielle, alors on passera par l'étape nécessaire du rassemblement. Tout le monde dit ça à gauche, finalement. L'admettre. Mais en fait, ce qu'on n'arrive pas toujours à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on serait opposé à ce processus des primaires. Parce qu'au final, c'est quand même un processus plus démocratique que d'être autoproclamé. Oui, non, mais je sais bien qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais en même temps, moi, je ne crois pas à l'homme providentiel. Moi non plus. Ni Jean-Luc Mélenchon, ni Emmanuel Macron, ni Arnaud Montebourg, et même pas Benoît Hamon, je vais vous dire. Benoît Hamon, je crois dans ses idées. Je crois dans ses idées. Et Benoît Hamon, lui, il parle aussi beaucoup d'intelligence collective. Il parle aussi de la place des citoyens dans les institutions. Il place du pouvoir qu'on peut rendre aux citoyens et non pas de ce que les hommes politiques disent qu'ils vont faire à la place des citoyens. Donc,
il faut replacer les choses d'une autre manière, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la primaire est un moyen pour les gens de se réapproprier un choix qui, sinon, avant, était fait par les adhérents d'un parti politique, et même si on remonte encore plus tôt dans l'histoire de la famille socialiste, par le Conseil national. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est sur un processus quand même transparent, démocratique, et on a des débats. Et ces débats, ils doivent permettre effectivement d'enclencher un processus de rassemblement. Et c'est pour ça que c'était important qu'on ait cette primaire. Parce que si vous n'êtes pas capable de rassembler votre famille politique et d'autres familles politiques, parce qu'il y a aussi des radicaux de gauche et quelques écologistes, comment voulez-vous ensuite convaincre les Français que vous êtes capable de les rassembler plus largement? Et donc, de ce point de vue-là, tout ce qui pour nous ressemble à de l'aventure individuelle ou de l'appel à l'homme providentiel, même s'il promet ensuite qu'il va rendre le pouvoir au peuple, ça me paraît contradictoire avec le fait qu'on veuille effectivement construire un rassemblement du peuple, par le peuple et grâce au vote. Raquel Garrido. Voilà, et moi je pense qu'il y a un principe d'éthique en politique et de responsabilité, et je pense que l'exercice des primaires, c'est avant tout une astuce pour faire semblant de s'intéresser à la démocratie, au pouvoir citoyen, en faisant une espèce de page blanche, en permettant au Parti socialiste de ne pas revenir sur son bilan. Vous avez parmi les candidats essentiellement des gens qui ont participé au gouvernement, qui ont été des ministres. Le bilan sera défendu en tout cas, par Manuel Valls. vos candidats ont été ministres, d'accord? Et justement, grâce à la primaire, de marquer des désaccords. et c'est faux, vous n'êtes pas, absolument. aucun de vos Absolument. candidats n'a quitté le gouvernement, Même vous en pendant avez les été 2 ans. éconduit, Même d'accord? pendant le- Vous vouliez rester au gouvernement, vous en avez été éconduit, parce que votre accord avec Manuel Valls a été trahi par Manuel Valls, parce que ce sont les mœurs socialistes. Donc il y a un moment donné où moi je dis aux compatriotes aussi, de toute façon il n'y aura pas grand monde qui viendra à cette primaire pour la raison que d'une façon générale, les primaires n'intéressent pas la majorité. Ça, ce sont des études sociologiques qui le montrent. En 2011, c'était la même chose. Même la primaire, même 4 millions de participants à la primaire de la droite sur 45 millions. Non, c'est des catégories sociologiques particulières. Ce sont des réseaux extrêmement politisés de gens qui votent déjà. Vous touchez pas les abstentionnistes, par exemple. Vous touchez pas les gens qui votent blanc. C'est paradoxal de dire. Ce sont des vous êtes études même en de contradiction 2011. avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon appelle les gens à voter. Il appelle les Lisez le abstentionnistes, livre de mon les classes camarade populaires à Alexis se Corbière, Le piège des mobiliser. primaires. Et vous dites, tout est dedans. lui, il appelle les gens à se mobiliser, et vous dites aux gens, ne venez pas voter aux primaires. C'est contradictoire. Parce que- il y a des gens qui veulent voter à toutes les élections. Pour Et vous, ils ont c'est- raison. Parce que votre Et ils ont primaire, raison. c'est un ersatz de démocratie. Mais non. Si, bien sûr, C'est parce un qu'à la processus fin démocratique. du processus, la seule chose que vous avez gagné, c'est le droit au Parti socialiste de revenir sur la scène comme s'il n'avait rien fait, comme s'il n'était Mais pas. ce sont les électeurs qui ont responsable. choisi. Non, mais Ce qui est n'est pas mieux de responsable ici? s'autoproclamer Non, pardon. en matière de Mais qui est démocratie, responsable ici des 9 millions de Voilà, pauvres, je des ne- 6 millions de chômeurs? je- C'est pas Jean-Luc Mélenchon et les Il a gouverné aussi dans le gouvernement de Lionel personnes Jospin et qui sont à la il n'a France pas insoumise. fait preuve non plus de solution miracle. Donc laissez au moins les autres vivre et espérer quelque chose de nouveau. Ne taxez pas la France insoumise d'une aventure individuelle, parce que c'est tout sauf cela. Vous verrez qu'il y a notre livre est le plus vendu, le livre-programme. Notre page YouTube est la plus Le visible. Parti socialiste et l'élection présidentielle, c'est pas Absolument. incompatible. Non, c'est pas C'est incompatible. deux modes de scrutin différents. donc Que les les socialistes choses sont pas décident incompatibles. de s'auto-choisir selon cette modalité, c'est bien leur droit. Ce que je conteste au Parti socialiste, c'est le fait... J'ai participé à la Oui, bon, bah Je ne suis écoutez, pas c'est comme On va les pas poissons réussir à volants, vous c'est mettre pas la d'accord de majorité toute du façon. genre, mais voilà. Frédéric Delpech, est-ce que fonctionne. ce En tout qui cas, se tout ça joue pour dire que- derrière oui. tout ça, est-ce que c'est pas la place finalement du PS? C'est la place du PS dans le paysage politique et elle est sérieusement compromise. Si on en croit la montée en puissance d'Emmanuel Macron d'un côté et puis Jean-Luc Mélenchon qui reste à un niveau très élevé, autour de 15%. Ça veut dire que l'avenir du Parti socialiste est en jeu aujourd'hui. D'abord avec le nombre de participants à cette primaire. Est-ce que le PS est capable de mobiliser pour une élection donc primaire qui ne désignera a priori pas le futur président de la République, comme